Le choc de la semaine, on a choisi les San Francisco 49ers à 9 victoires et une défaite. Ah, San Francisco 49ers, tu m'as compris. À 9 victoires et une défaite contre les Green Bay Packers à 8 victoires et 2 défaites. Instant histoire, Grégory. Depuis 13 ans, il n'y a eu que 5 matchs entre deux équipes avec 2 défaites ou moins à partir de la semaine 12. Les 2 derniers qui ont gagné ces 10 matchs ont gagné ensuite le Super Bowl. C'était les Broncos qui avaient battu les Pats en 2015 en semaine 12 et les Seahawks qui avaient battu les Saints en 2013 en semaine 13. Est-ce que les Packers ou les Niners, est-ce que le gagnant de ce match gagnera le Super Bowl, Grégory Richard ? Ça paraît quand même un poil moins flagrant que les équipes dont tu parlais tout à l'heure, surtout quand on voit les niveaux de forme. Alors, Green Bay à 8-2, depuis le début de la saison, ça va. Il y a quand même quelques petits incidents de parcours, notamment cette défaite quand même assez large sur le terrain des Chargers, qui est difficilement admissible, on va dire, vu la forme des deux équipes à ce moment-là. Du côté de San Francisco, paradoxalement, on a une meilleure fiche comptable, mais avec des sorties ces dernières semaines liées aux blessures, bien entendu, on va y revenir, où c'est quand même beaucoup plus compliqué, avec notamment cette victoire très étriquée contre Arizona le week-end dernier. Donc, pour répondre à ta question, j'en suis pas persuadé à l'heure actuelle, et pourtant on approche de la 12e semaine de saison régulière. Et ouais, tu annonces les blessures, on va commencer par ça. Du côté de San Francisco, il y a quand même énormément d'absents, parce que George Kittle, Matt Breida, Deebo Samuel et Emmanuel Sanders ne se sont pas entraînés cette semaine, et Mostert, l'autre coureur, a été limité à l'entraînement, donc pas sûr qu'il soit sur le terrain. Est-ce que ça risque pas de ralentir un petit peu cette attaque des Niners, qui a été plutôt efficace depuis le début de l'année, mais qui là chute un peu? C'est un peu ça, très clairement. Moi, c'est sûr que s'ils arrivaient quand même à avoir cette attaque, on va dire, au complet pour compenser ce qui était un peu le cas l'année dernière, la défense qui était clairement pas au rendez-vous, mais une attaque qui arrivait à marquer des points, à être vraiment performante, comme peut réussir à la mettre en place Kyle Shanahan. Là, c'est sûr qu'avec des pièces offensives qui manquent, il y a toujours le système qui est relativement identique, ne serait-ce que sur le jeu au sol. On peut changer de coureur, mais ça peut continuer à rester relativement efficace. Après, c'est vrai que dans les airs, ça fait quand même beaucoup de menaces en moins, quand on sait que Jimmy Garoppolo est clairement pas la valeur sûre, on dira, de cette saison offensivement du côté de San Francisco. Ça pose des questions contre une défense qui, encore une fois, a pu être ouverte sur certains matchs. Je pense au match des Eagles, par exemple, en début de saison régulière, mais qui, globalement, est quand même assez solide sous la coupe de Mike Pettin. Donc c'est vrai que très clairement, à première vue, c'est pas un match-up qui peut tourner à l'avantage des Niners. En tout cas, du côté de Kyle Shanahan et de son staff, il va falloir vraiment se creuser la tête, on va dire, pour réussir à prendre à défaut Jair Alexander et Kevin King dans le domaine aérien. Je repensais à un article qu'on a eu il y a pas longtemps sur Touchdown Actu qui disait que les kickers sont moins bons cette année statistiquement. Robbie Gould, le titulaire de San Francisco, est blessé. C'est Chase McLaughlin, pas facile à dire, qui le remplace. Et en fait, je s'en rappelle. Oui, tout à fait. Et en fait, je voulais juste raconter que j'ai découvert que c'était un grand mélomane autodidacte. Il a appris à jouer du piano, du banjo, tout seul. Voilà, n'hésitez pas à aller lire les histoires de McLaughlin. C'est assez rigolo. C'est original. Je me dis s'ils vont c'est bien de montrer aussi qu'il y a une personnalité derrière les casques. Je me dis s'ils vont au Super Bowl et que j'arrive à les croiser, j'irai peut-être poser des questions musique à Chase McLaughlin. T'as vraiment envie de voir San Francisco au Super Bowl, toi? Pourquoi pas? Ça me fera une petite histoire. De l'autre côté du ballon, Aaron Rodgers face à la ligne défensive des Niners, il y a quand même un gros client. Maintenant, les Packers encaissent pas trop de sacs. Ils sont 21e moins bons, donc en fait ils sont 11e meilleurs. Ils sont dans le top 10 à peu près. Ouais, c'est ça, top 10. Ils en ont encaissé 22. Et il y a peut-être un coup à jouer au sol, puisque la défense des Niners est la 20e au sol, que Aaron Jones en face est peut-être pas le coureur le plus prolifique en termes de yards gagnés, mais de touchdowns marqués, il est 2 ou 3e, je crois. Donc c'est une arme offensive importante. Est-ce que c'est la clé pour Green Bay, c'est d'amener Aaron Jones à distance pour aller marquer un touchdown? Alors je parlais du match face aux Chargers, c'est pas forcément une coutume. J'ai quand même la sensation que ces dernières semaines, Green Bay arrive à trouver une petite carburation en attaque quand même, et en effet, tu l'as bien dit, notamment par l'émergence, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas
enfin la concrétisation du potentiel d'Aaron Jones, que ce soit au sol ou même en sortie de backfield, ce qui peut très clairement être une problématique un peu compliquée pour San Francisco, parce qu'ils sont capables de mettre la pression. Maintenant, est-ce qu'ils seront capables on va dire, de suivre durablement un running back qui va être relativement mobile et capable de les ouvrir sur des tracés intermédiaires? Ça va être une donnée assez importante à prendre en compte, en effet, du côté de Green Bay. Après, encore une fois, Aaron Rodgers, il n'est pas forcément dans les standards de MVP, mais il est quand même relativement solide. Maintenant, il y a une grosse défense là en face. C'est la meilleure attaque, c'est la meilleure défense dans les airs. Oui. Bah oui. San Francisco. Oui, on est d'accord. C'est celle qui concède le moins de yards dans les airs, avec notamment Richard Sherman qui revient à son meilleur niveau. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est sûr que c'est peut-être plus, comme je le disais, par rapport au profil d'Aaron Jones, mais peut-être plus le côté linebacker safety, où je suis un petit peu moins rassuré par cette équipe de San Francisco. Et je pense que c'est peut-être là-dessus. Il n'y aura peut-être pas besoin de les ouvrir sur des tracés profonds pendant tout le match pour réussir à les prendre à défaut. Mais je pense qu'il y a quand même moyen, de par justement cette polyvalence, je dirais, au niveau de l'attaque, cette capacité à être à la fois dangereux dans les airs ou dans le sol. Ce que je disais à San Francisco, ça paraît un peu moins certain de ce qu'on voit au fil des semaines. Il y a quand même possibilité en termes de points, d'en mettre au moins une petite vingtaine, je pense, du côté de la Californie. Oui. Je pense en tout cas qu'ils se seront inspirés de ce qu'a montré Arizona la semaine dernière, qui n'a quand même pas démérité clairement offensivement sur ce match-là. Très largement. Il y a un petit passif, je ne sais pas, mais ils se connaissent un petit peu, nos deux coachs. Matt Lafleur. Je vais dire Mike Lafleur, non. Matt Lafleur et Kyle Shanahan. Écoute, l'un a été le disciple de l'autre. Alors, ils ont coaché ensemble à Washington, c'est sûr. Sous les ordres de papa Shanahan. Exactement. Et à Atlanta, du coup, quand Kyle Shanahan était coordinateur offensif et Matt Lafleur, coach des quarterbacks. Donc voilà, après, il y a eu des trajectoires un petit peu différentes. Mais oui, c'est clairement la même école. Et c'est pour ça que, pour le coup, on a eu des affiches, on va dire, où des fois on pouvait se dire que ça pouvait être un petit peu cadenassé. Alors peut-être qu'ils vont se méfier, peut-être que, pour reprendre la fameuse expression, l'enjeu va tuer le jeu. Mais j'adore ça. En tout cas, je pense qu'offensivement, il y a moyen justement, surtout quand on connaît le caractère notamment de Shanahan, de montrer un petit peu celui qui a le plus grand potentiel dans ce domaine-là, et ce serait tout sauf une surprise, comme je disais, notamment par le biais du nombre de points que peut marquer Green Bay, qu'on ait mine de rien pas mal de points dans cette partie-là, peut-être au moins une cinquantaine, voire pas loin d'une soixantaine peut-être. Entre les deux équipes, ok, très bien, ça me va mais bien. Ça reste conditionné bien entendu à ce que va donner l'attaque des Niners, parce qu'au-delà de la volonté de Shanahan, comme on le disait, il faut peut-être aussi que le personnel soit suffisamment à la hauteur, on est d'accord. Exactement. Ton prono du coup pour ce match, Craig? C'est pas facile. Non. C'est pas facile du tout. Moi, j'ai mis les Packers, puisque comme je suis devant au point, on va en reparler tout de suite. Je te donne mon prono avant. J'irai quand même avec San Francisco. Pour gagner des points ou parce que tu aurais pris San Francisco? La question se pose. Il n'est pas facile ce match-là. Mais non, clairement pas. De toute façon, j'aurai le temps de changer d'ici dimanche. J'y vais avec Green Bay comme toi, mais franchement, ça se joue vraiment à rien. Ce qui se dit ici, normalement, fait foi. Mais bon. Ah bon, écoute. On va voir, on verra ce que diront nos arbitres, et notamment Joachim qui tient les pronos à jour chaque semaine, on le remercie. Sachant que la grille n'a pas encore été remplie, je précise. Si, moi j'ai rempli, tout est rempli. Ah bon oui, tout à fait, avant tu aurais dû regarder. Voilà pour... Quel salopard. Voilà pour la fiche de la semaine, on passe à tous les pronos.